Nouveau journal sur Eden TV. Bonjour à tous. Voici les titres de cette édition. Sous les feux de l'actualité, le lancement de la distribution des rapports de la présidentielle de 2016. C'est une œuvre de la plateforme électorale des organisations de la société civile, OSC, une plateforme qui avait pris une part active dans le suivi de cette présidentielle. L'opposition gabonaise et son candidat contestataire des résultats de la présidentielle du Gabon du 27 août dernier ont fini par déposer leur recours contre cette élection. Ils avaient jusqu'à 15h GMT ce jeudi pour adresser ce recours à la Cour constitutionnelle de leur pays. Un bracelet d'identification pour chaque pèlerin se trouvant à la Mecque. L'Arabie Saoudite entend ainsi mieux contrôler le grand pèlerinage musulman. La bousculade meurtrière de l'année dernière en est pour quelque chose. Les rapports de la présidentielle béninoise de 2016 sont désormais disponibles et accessibles à toute personne. Cette avancée est consécutive à leur cérémonie de lancement qui a eu lieu ce matin au Champ d'Oiseaux de Cotonou. Ces documents, œuvres de la plateforme des OSC, organisations de la société civile, ont pour but d'exposer au public les différentes étapes de suivi de cette présidentielle par les OSC. Les rapports de la présidentielle présentent également les acquis et les perspectives de l'élection du président de la République du Bénin. Je vous propose maintenant d'écouter quelques propos recueillis à l'occasion de la cérémonie de ce vendredi. La satisfaction pour nous, organisations de la société civile, de la plateforme, d'avoir contribué à une élection présidentielle libre, transparente et pacifique en 2016. En effet, la mission et les objectifs de la plateforme électorale étaient de contribuer au renforcement du processus électoral pour une élection crédible et apaisée, d'impliquer les OSC béninoises dans la surveillance active de l'élection du président de la République en 2016 dans une dynamique assez améliorée, et amener enfin les autorités de l'administration électorale à donner des réponses à des besoins urgents avant et le jour du scrutin pour une élection crédible et apaisée. Nous espérons plutôt que ces rapports qui seront lancés d'ici là seront mieux vous exposer toutes les étapes, les acquis, les défis, les perspectives de la plateforme électorale du Bénin. Dans le cadre donc de ce projet que nous avons lancé qui a porté ses fruits, il est important qu'on vienne devant vous aujourd'hui dans le dispositif de la capitalisation de nos acquis pour les partager avec vous. Pourquoi tant d'acharnement contre l'ancien président de la République, Boni Yayi? Pourquoi tant de harcèlement moral à l'endroit de celui qui a tant donné à son peuple? Les jeunes Turcs s'interrogent au moyen de ces interrogations ce jeudi. Ils ont dressé un bilan de la gouvernance Talon de ces 5 derniers mois. Un bilan, vous allez l'entendre, on ne peut plus négatif. Frive Serplan, Cyril Agbo pour le compte rendu. C'est à un véritable audit de la gouvernance Talon que s'est livré Lucien Médico ce jeudi 8 août 2016 devant ses militants. Pour le président des Jeunes Turcs, après 5 mois de gestion de l'exécutif par Patrice Talon et son gouvernement, le Bénin va très mal sur le plan politique. Et pour cause, Yahi, toujours Yahi. Pourquoi tant d'acharnement? Pourquoi tant de haine? Pourquoi tant d'harcèlement moral sur ce type de suicide à l'endroit de celui qui a tout donné à son peuple? Oui, Boni Yahi a tout donné. La paix, il l'a donnée. Boni Yahi nous a recommandé de ne rien faire pour empêcher les nouvelles autorités. Au plan social, ça sent mauvais, dicite Lucien Médico avant d'indiquer quelques priorités au président Talon. La préservation de nos microcrédits aux plus pauvres, de la césarienne, des emplois jeunes. Ce sont des valeurs, Monsieur le Président, que nous a léguées gracieusement le docteur Boni Yahi, que vous devez préserver à tout prix. Patrice Talon doit un état social à ce peuple, a-t-il ajouté, avant de clamer que le système économique se porte très mal, ce qui empêcherait les Béninois de disposer de moins de 3 repas par jour. Lucien Médico a ensuite lancé un appel à Patrice Talon, qu'il appelle son oncle. Cher oncle Talon et respecté président de la République, sachez bien que les voies de Dieu sont insondables et que nulle part, dans vos allers-retours, dans vos tenues, dans vos chaussures,
dans vos maisons, dans vos bureaux et même dans vos routes, vous n'avez aucune vengeance envers qui que ce soit. Occupez-vous du ventre de votre peuple, qui vous a vu partir un matin et revenir un soir pour devenir son président. Sachez dès aujourd'hui, Monsieur le Président, que vous êtes forcément un futur ancien président. Le seul camp qui vaille est celui de la République, a martelé Lucien Médico, qui a aussi exhorté le président Patrice Talon à ne jamais faire des ennemis soudains qui tenteront de passer à l'offensive. Éducation, nous vous en parlions ces dernières heures. La FNEB, Fédération nationale des étudiants du Bénin, a suspendu sa motion de grève illimitée à l'université d'Abomey-Calavi. Elle souhaite donc la clémence du chef de l'État et des autorités rectorales de l'UAC afin qu'elles rapportent leur décision d'annulation de l'année académique 2015-2016 à la flash. Écoutez maintenant le président de la FNEB. La FNEB suspend la motion de grève illimitée, mais tient toujours à ses revendications. Elle estime qu'il ne s'agit pas d'un bras de fer entre enseignants et étudiants. En appel à la clémence et à l'indulgence du chef de l'État, chef du gouvernement et des autorités en charge de l'enseignement supérieur afin que l'année soit sauvée et que la note de sanction des 21 responsables étudiants soit rapportée, car c'est l'avenir de toute une génération qui est en jeu. Pour rappel, la FNEB déplore certains actes combien ignobles qui sont malheureusement survenus qu'après que nous ayons entamé les négociations avec les institutions de l'État pour une médiation, et dont nous ne connaissons pas les commanditaires ou auteurs, car nous, responsables étudiants, n'avons jamais donné un tel mot d'ordre. Nous profitons de l'aubaine pour condamner cette pratique qui, de mémoire d'homme, n'a jamais constitué une forme ou stratégie de lutte des responsables étudiants, car nos infrastructures ne sont profitables qu'à nous-mêmes. Enfin, la FNEB remercie toute personne qui, de façon visible ou invisible, joue à la médiation pour une favorable sortie de crise qui secoue l'université d'Abomey-Calavi depuis des années. Les autres organisations ont estimé qu'ils n'ont rien fait pour écrire un recours gracieux. Et c'est ce que nous avions fait. Et pour eux, nous demandons grâce, donc nous demandons pardon. Un chiffre à retenir, 13 ans, c'est le temps qu'il a fallu à l'Église catholique romaine pour faire passer Mère Teresa du statut de bienheureuse à celui de sainte. Sa canonisation a eu lieu ce dimanche, vous l'avez suivi. Pourquoi une telle procédure prend autant de temps? Écoutez les réponses dans cet extrait d'interview. On ne peut pas canoniser un saint qui est encore vivant. Donc c'est quelqu'un qui a vécu et qui est décédé. Une fois qu'il meurt, il y a comme une première étape, c'est l'émergence du peuple de Dieu lui-même qui demande à ce que cette personne soit déclarée sainte. Alors l'évêque verra si effectivement, selon les critères canoniques, est-ce que cette personne répond. C'est justement faire de bonnes œuvres de justice, de charité, de fidélité, de communion et d'amour à travers le monde. Au bout de 2 ans, l'évêque va introduire la cause auprès d'une structure à Rome qu'on appelle la Congrégation pour la cause des saints. Et cette congrégation va recueillir la demande. Eux, ils vont analyser et à partir de leur analyse, s'ils trouvent que ce dossier peut être reçu, alors commencent les 2 grandes étapes, c'est-à-dire la béatification et la canonisation. Et à la béatification, on a besoin au moins d'un miracle.
à la canonisation, on a besoin d'un autre miracle. Mais les deux miracles reconnus par l'Église catholique pour Mère Teresa, c'est deux miracles de personnes atteintes de tumeurs. Religion encore, une nouveauté au pèlerinage annuel musulman. Il s'agit du bracelet d'identification. C'est l'une des mesures choisies par l'Arabie Saoudite pour, je vous le disais, mieux contrôler ce flux de pèlerins que génère ce pèlerinage. À thème, 1,4 million de fidèles sur les 2 millions attendus à ce grand événement religieux devraient être équipés de ce bracelet. Cette mesure n'est pas sans rappeler la gigantesque bousculade qui avait entaché l'organisation du Hajj 2015 et marquée par des problèmes d'identification des victimes. Le 24 septembre 2015, près de 2300 personnes rendaient l'âme dans cette bousculade selon des données compilées à partir des bilans fournis par des gouvernements étrangers. Je vous propose maintenant d'écouter des réactions suscitées par le choix du bracelet au Hajj 2016. الصور التعريفية هذه بسيطة جدا رخيصة الثمن يعني سعرها لا يتجاوز ريال ونص تقريبا أو ريالين. Il est très peu cher. Il est antibactérien. Il résiste à l'eau et au feu. Il est léger afin de ne pas gêner lorsqu'il est porté pendant la prière ou sous la douche. Ce bracelet comporte des informations qui peuvent être lues immédiatement et aussi un code barre qui donne des informations additionnelles sur les pèlerins que l'on peut lire sur une base de données. رقم معين يمكن من قراءته استدعاء مزيد من البيانات من قواعد بيانات الحجاج في وزارة الحج. واحد لا سمح الله بموت بيعرفوا منه. Si quelqu'un décède, ils peuvent savoir qui c'est avec le bracelet. Ils appellent l'entreprise, ils disent que quelqu'un est mort ou malade ou perdu. C'est un mode d'identification comme un passeport. Ça protège, ou du moins ça donne une identité du pèlerin, ça permettra de pouvoir l'identifier facilement quand il y a effectivement des problèmes, on ne le souhaite pas. Mais quand ça va venir, en tout cas donc je crois que le gouvernement saoudien a pris des dispositions afin de pouvoir sécuriser les gens. Politique, retour sur le continent africain pour en parler. Le chef de l'État du Mali, Ibrahim Boubacar Keïta, a accordé une audience au chef de file de l'opposition malienne, Soumaïla Cissé. Celui-ci lui a fait part de ses préoccupations relatives à la situation sécuritaire du pays et aux prochaines élections. On écoute Soumaïla Cissé. Le grand problème que je vois, c'est qu'il y a un déficit réel de dialogue dans notre pays. Nous l'avons souhaité à l'opposition, nous avons demandé, et j'ai redemandé, que nous ayons des concertations nationales, que nous puissions discuter de tout. Les problèmes de sécurité, les problèmes institutionnels, les problèmes de gouvernance. Aujourd'hui, nous avons beaucoup d'incertitudes, en particulier dans le nord et dans le centre de notre pays. Nous allons rentrer dans des phases électorales qui créent encore de nouvelles perturbations. Nous souhaitons bien sûr que des élections, si elles se font, se fassent dans tous les pays. Mais je crois qu'on n'a pas besoin d'être un grand devin pour se rendre compte que d'ici novembre, ce sera difficile de dire que partout les choses vont bien se passer. Nous le souhaitons, mais nous ne le croyons pas. C'est pour ça qu'il ne nous a pas paru fondamentalement urgent aujourd'hui de fixer une date pour ces élections communales. Les dates nous paraissent aujourd'hui des dates certainement à revoir, et la loi électorale n'est pas satisfaisante aujourd'hui pour l'opposition. Bien sûr, elle va être discutée à l'Assemblée et le groupe parlementaire prendra cette décision le moment venu. Au Gabon, Jean Ping, candidat classé deuxième de la présidentielle gabonaise du 27 août dernier, et l'opposition du pays ont déposé leur recours contre les résultats de cette élection. Ce recours demande le recomptage des voix bureau de vote par bureau de vote dans la province du Haut-Ogooué, fief des Bongo. La Cour constitutionnelle du pays a désormais 15 jours pour rendre sa décision. Écoutez l'avocat de Jean Ping sur ce recours. Nous arrivons de la Cour constitutionnelle où nous venons de déposer le recours devant cette Cour en rapport avec l'élection présidentielle qui vient de se passer. Nous avons déposé notre recours sur des éléments de fait. Très exactement, nous avons constaté qu'il y a des contradictions dans les chiffres qui ont été publiés par le ministre de l'Intérieur, par le gouverneur de la province du Haut-Ogooué et les PV en notre possession. On rappelle les résultats de la dernière présidentielle gabonaise ont déclaré vainqueur le président sortant Ali Bongo.
Cela se passait il y a 15 ans, les attentats terroristes du 11 septembre 2001. Ces attaques avaient frappé, entre autres, les tours jumelles du World Trade Center. Les années ont beau passer, mais les séquelles de cet événement tragique font partie tout du quotidien des Américains. À première vue, pas de lien entre les œuvres exposées dans cet hôpital et les attaques terroristes du 11 septembre 2001. Pourtant, chacune a été réalisée par des survivants traumatisés par ce jour noir. J'essaie vraiment de m'exprimer et de trouver de nouvelles façons de faire sortir des sentiments qu'habituellement je n'ose pas inclure dans mon œuvre, ni même d'en parler. De nombreux patients vivaient ou travaillaient à Manhattan lorsque 2 avions ont percuté les tours jumelles. 15 ans après, ce souvenir semble progressivement plus facile à supporter. Les premiers jours, nous avons vu une imagerie directement liée à l'expérience. Au fil du temps, ça a changé. Le traumatisme est devenu un moyen de résister. Ça a évolué vers des images de nature et beaucoup de couleurs. Les cicatrices mentales guérissent, mais des conséquences physiques peuvent apparaître. L'effondrement des tours a libéré des milliers de tonnes de produits chimiques toxiques, des substances cancérigènes que Scott Matty a respirées dès son retour au travail à Manhattan, quelques jours après les attaques. Il y avait beaucoup de poussière, l'air était très lourd. On sentait la destruction, la mort qui a surgi le 11 septembre. Désormais, il souffre d'un cancer du sang lié au 11 septembre selon les médecins. De nouveaux cas apparaissent encore aujourd'hui, car les cancers peuvent prendre des années à émerger. Scott mène un combat contre la maladie et pour l'histoire. J'ai vraiment peur que le 11 septembre soit en train de devenir une note en bas de page dans nos livres d'histoire. Mais ça a encore des conséquences aujourd'hui. Le 11 septembre ne s'est jamais arrêté. Les gens tombent encore malades. Des gens meurent aujourd'hui à cause de ce qui s'est passé le 11 septembre. New York s'apprête à commémorer le 15e anniversaire des attaques. 75 000 personnes souffrent de maladies liées au 11 septembre. Des survivants qui peuvent compter sur le soutien d'un programme de santé financé pour les 75 prochaines années. Sport, redonner espoir aux jeunes sud-soudanais à travers le basketball. C'est le but d'un joueur de NBA originaire du Soudan du Sud, une initiative salvatrice dans un pays touché par des années de guerre. Un moment de paix dans un pays ravagé par la guerre. Après de violents affrontements entre forces gouvernementales et opposition, ces Sud-Soudanais sont de retour sur le terrain d'entraînement de basketball. Le lieu a été ouvert grâce à la star de NBA, originaire du pays, Luol Deng. Tous les Sud-Soudanais connaissent Luol Deng. Ici, on sait ce qu'il a fait pour nous. C'est un bon joueur pour nous. À vrai dire, quand il est venu ici, tout le monde voulait jouer avec lui et espérait un jour pouvoir jouer au basket comme lui. Pour certains de ces 300 jeunes, le basket est une façon de s'en sortir. 16 joueurs viennent de décrocher une bourse pour étudier dans des écoles de Mombasa au Kenya. Une première dans l'histoire du basketball au Soudan du Sud. Avec de bonnes performances, certains pourront avoir la chance de jouer au niveau universitaire à l'étranger. Le Soudan du Sud a les meilleurs jeunes talents en basket actuellement. La plupart des écoles du Kenya recrutent des garçons et des filles pour leur donner une bourse, basket et éducation. C'est pour ça qu'on est venu ici assister au programme. Dans le pays le plus jeune du monde, décrocher une de ces places relève du parcours du combattant. Les 2 ans de guerre civile ont fait des dizaines de milliers de morts, 2,5 millions de déplacés et 16 000 enfants soldats. De récents affrontements en juillet ont failli briser le rêve de ces jeunes joueurs. Ces enfants, on doit vraiment les encourager et les motiver, les pousser pour aller de l'avant, qu'ils forment une nouvelle génération qui croit en quelque chose de meilleur. C'est le Soudan du Sud que nous voulons. La fédération de basketball du pays a été reconnue par le Comité international olympique l'année dernière. L'espoir pour ces joueurs de représenter un jour leur pays au JO. Une initiative certainement à encourager. Nos informations sont aussi à suivre sur les réseaux sociaux, Facebook et Twitter, mais également sur notre site internet benin-eden.tv. Merci de nous avoir suivis.